Bonjour, je suis Jean-Pierre Luminet et je vous invite à suivre avec moi la seconde vidéo de présentation de mon livre Les trous noirs en 100 questions, paru en septembre 2022 aux éditions Talendier. Alors aujourd'hui, je parlerai essentiellement d'histoire à travers 4 questions qui permettent de comprendre comment ces astres étranges et fascinants, prédits par la théorie de la relativité générale, ont d'abord été rejetés par la plupart des physiciens comme objets que la nature ne pouvait pas former, avant de gagner peu à peu en crédibilité sur une période d'une cinquantaine d'années. Alors, première question, comment la relativité générale prédit-elle l'existence des trous noirs? Eh bien, en novembre 1915, Albert Einstein publie ses travaux sur une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale. L'univers n'est plus décrit comme un cadre immuable et rigide dans lequel les astres se déplacent parce qu'ils sont mus par des forces. C'est une structure à 4 dimensions, 3 d'espace, une de temps, déformée par les corps massifs qui s'y trouvent. La gravité, ce n'est plus une force d'attraction, comme chez Newton, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Dans les stars du match de golf, roulant sur un green bosselé, les corps matériels épousent librement les contours d'un univers courbe. Alors, les équations du champ gravitationnel, qu'on appelle donc les équations d'Einstein, décrivent la relation exacte entre la géométrie non euclidienne de l'espace-temps d'une part et la distribution et le mouvement de la matière-énergie d'autre part. Alors, les solutions sont appelées les métriques d'espace-temps, qui sont une sorte de formule de Pythagore généralisée à des espaces aux courbes quadridimensionnels et dont les coefficients sont justement les composantes du champ gravitationnel. Quelques semaines plus tard, l'astrophysicien allemand Karl Schwarzschild, qui était alors officier pendant la guerre germano-russe en Crimée, trouve la première solution exacte des équations d'Einstein. Décrivant le champ gravitationnel engendré par une masse sphérique entourée de vide, la solution de Schwarzschild allait avoir un immense impact sur notre compréhension de l'univers. Alors, d'une part, elle décrit mieux le champ gravitationnel qui règne dans le système solaire. En effet, les mouvements des rayons lumineux, des planètes, des comètes, et d'ailleurs de tous les corps gravitant autour du Soleil, peuvent être calculés avec précision et s'accordent avec les valeurs observées de la déviation des rayons lumineux frôlant le Soleil et, comme vous le voyez là, avec l'avance du périhélie des planètes, notamment Mercure, que la force d'attraction newtonienne était incapable d'expliquer correctement. D'autre part, la solution de Schwarzschild présente un intérêt universel parce qu'elle décrit très généralement la géométrie de l'espace-temps qui règne autour d'un astre en effondrement ou en expansion, à condition que celui-ci reste exactement sphérique. Donc, cette fameuse métrique de Schwarzschild que vous voyez écrite ici en formule mathématique présente des caractéristiques. Elle associe notamment un rayon gravitationnel à chaque masse. Mais ce rayon gravitationnel est très petit, il est directement proportionnel à la masse, comme vous le voyez sur la formule. Et plus le rayon réel d'une étoile est proche de son rayon gravitationnel, eh bien, plus grande est la distorsion de l'espace-temps alentour. Alors, on le voit ici, par exemple, dans le cas du Soleil, ici, le rayon de l'étoile, le rayon réel, 700 000 km, est beaucoup plus grand que son rayon critique, ce rayon gravitationnel de 3 km, si bien que pour le Soleil, la distorsion de l'espace-temps autour de lui est absolument infime, de l'ordre du millionième. Donc la théorie de Newton va très bien marcher. Mais s'il advient que le rayon d'une étoile, par exemple en contraction, s'approche du rayon gravitationnel, c'est le cas par exemple déjà pour une étoile à neutrons avec une masse solaire, 10 km de rayon réel, donc c'est pas si loin que ça du rayon de Schwarzschild, là vraiment la relativité générale devient fondamentale, et surtout le cas extrême, lorsque le rayon de l'étoile devient égal et même inférieur donc à son rayon gravitationnel,
Et là, c'est effectivement le trou noir. Donc ce rayon gravitationnel, hein, qui est donc appelé le rayon de Schwarzschild, ce n'est autre que la taille critique d'un astre à la surface duquel, pardon, la vitesse de libération, qui serait calculée à la Newton, disons, de façon simple, ben, atteindrait la vitesse de la lumière. Et donc, sans le savoir, et juste avant de mourir d'une infection, d'ailleurs contractée dans les tranchées de la guerre en Crimée, Karl Schwarzschild, dont le nom d'ailleurs en allemand, ça signifie bouclier noir, hein, ça ne s'invente pas, bien, il avait en fait rouvert la porte aux spéculations bien oubliées de Mitchell et Laplace sur les astres invisibles qu'ils avaient faites sur la base de la théorie de Newton. Maintenant, une question étonnante, est-ce qu'il est vrai que Einstein ne croyait pas aux trous noirs? Eh bien oui, comme on va le voir. Dans les années qui ont suivi le calcul de Schwarzschild, eh bien, les physiciens comme Eddington et Einstein lui-même, que l'on voit ici dans un cours donné au Collège de France, ces physiciens exprimaient sans équivoque leur opposition absolue à l'idée que des astres réels puissent être aussi petits que leur rayon critique. Voilà. Ce dernier était considéré comme un cercle magique, hein, c'est vraiment l'expression qui était utilisée, auquel aucune mesure physique ne pouvait conduire. Donc en fait une singularité, c'est-à-dire un ensemble aberrant de points de l'espace-temps où certaines quantités physiques deviennent infinies. Voilà. Donc une absurdité. Et donc, ce qu'on appelait la singularité de Schwarzschild, qui était le nom donné à tort à la surface délimitée juste par le rayon critique, c'était vu comme une incohérence de la relativité générale, et ça va freiner pendant des années l'étude de l'effondrement gravitationnel des étoiles massives. Et pourtant, on savait que dans la théorie d'Einstein, tous les systèmes de coordonnées sont équivalents pour décrire les phénomènes physiques. Mais il se trouve que dans certains d'entre eux, les calculs s'effectuent plus simplement que dans d'autres, et un choix malheureux de système de coordonnées peut induire de fausses interprétations. C'est exactement le cas avec la version originale de la métrique de Schwarzschild. Mais en 1932, le Belge Georges Lemaître, que vous voyez là, qui avait déjà découvert les solutions cosmologiques de la relativité dans lesquelles l'univers est en expansion, c'est-à-dire c'est lui le père du Big Bang moderne, Lemaître démontre que le rayon de Schwarzschild, ce n'est qu'une fausse singularité qui disparaît par un changement astucieux et judicieux du système de coordonnées qu'il propose. Et mieux encore, il prédit d'ailleurs qu'une fois que le rayon de critique est franchi par une étoile, par exemple, qui s'effondre, la contraction se poursuit inévitablement, cette fois vers une vraie singularité qui, elle, est juste au centre en R égale 0. Voilà. Et malheureusement, son article, qui est écrit en français, passe inaperçu. Donc, pour en revenir à Einstein, en 1939, Einstein, qui est déjà échaudé par la théorie cosmologique de Lemaître, donc qui implique un univers en expansion à partir d'un début ultra condensé, Einstein publie un article de 15 pages, celui-là, qui prétend démontrer qu'un système physique doit nécessairement rester toujours plus grand que son rayon de Schwarzschild. Autrement dit, que ce qu'on appellera plus tard le trou noir ne peut pas se former dans la nature. Or, Einstein fait une erreur de raisonnement en faisant l'hypothèse d'une solution statique, alors que la contraction en chute libre d'une étoile, c'est fondamentalement dynamique, d'où le terme d'ailleurs plus pertinent, d'effondrement gravitationnel. Alors, il est piquant de voir le père génial de la relativité générale utiliser sa propre théorie pour nier l'existence des corps célestes les plus intéressants qui en découlent, les trous noirs donc. Et en fait, il avait déjà eu une réaction analogue dans les années 1920, lorsqu'il avait déjà refusé d'admettre les modèles d'univers en expansion de Friedman et de Lemaître, parce qu'il s'accrochait à l'idée d'un univers statique qui n'avait ni commencement ni fin, et il récidivera plus tard avec la mécanique quantique, dont il avait également été l'un des pères fondateurs, avec son hypothèse des quantas de lumière, qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel, mais que par la suite, il rejettera. Il tentera en vain jusqu'à sa mort de mettre en défaut dans ses discussions avec le génial Niels Bohr. Et ce n'est qu'en 1958 que le mathématicien américain peu connu, en fait, David Finkelstein, qui ignore le travail de Lemaître, redécouvre que la singularité du rayon de Schwarzschild n'est qu'un artifice découlant, donc, comme je l'ai dit, d'un mauvais choix du système de coordonnées, et il propose donc
ce changement de système de coordonnées qui résout le problème. Et c'est publié dans la célèbre Physical Review, la revue de physique la plus réputée, et donc le résultat trouve enfin l'écho qu'il mérite auprès de la communauté des physiciens, et il faut bien voir que ce n'est qu'à partir de là, c'est-à-dire on a fait à toute fin des années 50, que va se débloquer une sorte de verrou psychologique qui faisait obstacle au concept de trou noir. Alors donc maintenant, qu'est-ce que c'est que l'effondrement gravitationnel? Eh bien, en 1939, c'est toujours la même année, hein, celle où Einstein se trompe en tentant de démontrer l'impossibilité de la formation des trous noirs, eh bien Robert Oppenheimer, que vous voyez là, qui est donc le futur père de la bombe atomique, et son étudiant, Hartland Snyder, élaborent la première théorie de l'implosion gravitationnelle d'une masse sphérique en suivant les équations, cette fois-ci, de la relativité générale. Alors, il faut un modèle un peu idéalisé, hein, une sphère à pression nulle, mais il trouve que lorsqu'une étoile qui est suffisamment massive a épuisé sa source interne d'énergie nucléaire, ben, son cœur continue de s'effondrer pour atteindre justement le rayon critique de Schwarzschild. Et au cours de l'effondrement, ben, la lumière rayonnée voit sa longueur d'onde s'allonger indéfiniment, ses trajectoires de plus en plus déviées, jusqu'à se refermer sur elle-même. Et passé ce stade, la matière et avec elle l'espace-temps tout entier continuent à s'effondrer et deviennent complètement inaccessibles à toute observation extérieure. Alors voilà ce qu'ils écrivent. Le temps total d'effondrement pour un observateur en mouvement avec la matière stellaire est fini, par exemple ici de 1 à 4, hein, mais un observateur extérieur ici, voit l'étoile se rétrécir asymptotiquement vers son rayon gravitationnel. Alors, les physiciens de l'époque restent sceptiques, arguant du fait qu'il est absurde d'ignorer les effets de la pression. Et ce qu'ils ne seront pas réalisés, c'est qu'en fait, la pression, elle aggrave la situation, parce que, comme toute forme d'énergie, ben, la pression engendre la gravitation, et que donc, à partir d'un certain seuil, elle accélère l'effondrement au lieu de le freiner. Bon, de toute façon, en 1939, ben, le monde lui-même est sur le point d'imploser, la Deuxième Guerre mondiale et le projet Manhattan se charge de détourner Oppenheimer de ses travaux sur les étoiles effondrées et il va construire l'arme la plus destructrice jamais conçue par l'homme et il ne travaillera plus jamais sur les trous noirs, Einstein non plus d'ailleurs. Alors après la guerre, avec le développement intensif des ordinateurs pour la modélisation des explosions thermonucléaires, ben, les concepteurs d'armes se tournent vers celle des explosions d'étoiles. Et à l'aide de simulations numériques, ils confirment que l'effondrement gravitationnel du cœur d'une étoile, suffisamment massif, doit inéluctablement conduire à la formation d'une zone de l'espace-temps dont la lumière ne peut plus s'échapper, donc le trou noir. Alors finalement, quand est-ce qu'on a commencé à croire que les trous noirs pouvaient vraiment exister? Bien, l'hypothèse des étoiles effondrées a connu un rebondissement spectaculaire en 1963, avec la découverte mathématique, en fait, d'une nouvelle solution exacte des équations d'Einstein, découverte donc par ce physicien mathématicien néo-zélandais qui s'appelle Roy Kerr. Vous voyez ici la métrique de Kerr, donc décrivant l'espace-temps autour d'un objet en rotation. Elle est évidemment plus compliquée que la solution de Schwarzschild. Alors cette solution, donc la symétrie axiale, comme on l'appelle, s'est avérée représenter la structure assez complexe de l'espace-temps qui est engendrée par un astre en rotation et également même la structure interne d'un trou noir en rotation. Alors à l'époque, hein, on connaissait jusqu'alors la solution de Schwarzschild, qui avait donc été établie pour un corps statique et parfaitement sphérique, et puis aussi d'ailleurs une autre solution, j'appelle le trou noir de Reichner-Nordström, qui décrivait en fait un corps statique qui portait une charge électrique. Alors, la solution de Kerr a déclenché une période de renouveau de la relativité générale appliquée à l'astrophysique. Elle a commencé à Cambridge, en Angleterre, autour de Roger Penrose, Stephen Hawking et Brandon Carter, qui sera mon directeur de thèse. À Princeton, aux États-Unis, autour de John Wheeler, de Subrahmanian Chandrasekhar, auto prix Nobel, de Raymond Ruffini, de Kip Thorne, encore un prix Nobel, et à Moscou, autour de
Yakov Zeldovitch, absolument génial, et Igor Novikov. Et je dois dire qu'en France, à cette époque, personne ne travaillait vraiment sur le sujet. Alors en parallèle, toujours dans les mêmes années 1960-1970, les découvertes successives des radiogalaxies, des quasars, des pulsars et des sources X binaires ont ravivé l'intérêt des astronomes pour les astres gravitationnellement effondrés, massifs ou même supermassifs. Le terme de trou noir lui-même, qui est donc évidemment la traduction de l'anglais black hole, qui commençait en fait déjà à circuler dans les séminaires de spécialistes, il est popularisé par John Wheeler lors d'une conférence intitulée Notre univers, le connu et l'inconnu, qu'il a donnée en 1967 à New York. Alors, dans son langage pittoresque, faisant rappel au folklore anglo-saxon d'Alice au pays des merveilles, Wheeler écrit la chose suivante. L'étoile en implosion disparaît à la vue comme le chat du Cheshire. L'un ne laisse que son sourire derrière lui, l'autre ne laisse que sa gravité. La gravité, mais pas la lumière. Ni lumière, ni aucune particule n'en émerge. De plus, lumière et particules incidentes qui pénètrent dans le trou noir ne font qu'accroître sa masse et sa gravité. Fin de citation. Subrepticement, Wheeler a donc glissé dans la phrase le terme de trou noir en lieu et place d'étoile effondrée. Et dans les mois qui suivent, la nouvelle appellation, sa traduction littérale en diverses langues, est adoptée avec enthousiasme par les physiciens du monde entier et puis par le grand public, même si, je dois dire que notamment en France et en Russie, certains lui trouvent une connotation obscène et lui préféreront jusqu'au milieu des années 70 des expressions comme singularité gravitationnelle, étoile gelée, Frozen Star, vous voyez, ou encore en France, les astres occlus. Mais enfin bon, le terme de trou noir a finalement triomphé et d'ailleurs il a tellement marqué les esprits qu'il est devenu, je crois, avec le terme de Big Bang, l'une des expressions d'astrophysique les plus populaires auprès du grand public, malgré la charge de mystère et d'incompréhension qu'il revêt encore. Bon, eh bien, pour finir cette vidéo, donc je vous rappelle que le texte est extrait de mon livre Les trous noirs en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage, eh bien, je les renvoie aussi à mon livre richement illustré, Le destin de l'univers, trou noir énergie sombre, publié en 2006 aux éditions Fayard, qui est également disponible en édition de poche dans la collection Folio Gallimard. Bien, ne perdez pas contact avec moi, je ressortirai bientôt de mon trou noir pour vous conter la suite. À bientôt.